Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième de la série consacrée à notre transformation d'une ancienne clinique de 4000 m² en 42 logements pour seniors valides. Cette vidéo, vous allez voir, va être concentrée sur le parcours d'achat. Je vais tout vous expliquer de la toute première étape où on voit l'annonce sur le bon coin ou si vous avez un apporteur d'affaires qui vous indique qu'il y a quelque chose à vendre, jusqu'au moment où vous avez réellement les clés. On va voir tout ça dans cette vidéo, chaque étape, et toutes les astuces à la fois à ne pas oublier, et puis les petites choses qui vont permettre de fluidifier la transaction et qu'on a apprises au sein de notre groupe d'investissement au fur et à mesure de nos projets, tout simplement. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo qui présente les grandes lignes du projet, je vous incite à consulter ce lien, là, tout en haut, voilà, qui vous présentera les grandes lignes de ce projet-là, pourquoi on le fait, et qu'est-ce que c'est, hein, tout simplement. Donc allons-y. Le parcours d'achat, donc il y a toute une série d'étapes qu'on va voir ensemble. Donc, vous avez connaissance du bien. La première chose que vous allez faire, c'est le visiter. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier en démonstration, comme on dit, juste sur le Bon Coin ou sur d'autres sites, hein, bien ici, se loger, et cetera, et cetera. Non, en fait, dans la vraie vie, si vous voulez vraiment faire de l'investissement immobilier, il va falloir vous déplacer parce qu'il va falloir apprendre aussi à reconnaître un certain nombre de choses et sur les photos, vous pouvez déjà identifier des éléments et voir si potentiellement ça peut aller ou pas. Mais après, il va falloir vraiment aller sur place. Donc, très important, faire de la visite et discuter avec le vendeur, pas que sur le prix, aussi sur l'histoire du bien, pourquoi il est comme ci, comme ça, etc., pour arriver à mieux comprendre où ça en est. Et une fois que vous avez cette information, je dirais que la première approche, déjà, c'est de ne pas se précipiter. Alors sauf si vous êtes dans une zone hyper tendue et que le bien, c'est un 2 pièces et qu'il y a une demande phénoménale en termes d'achat pour ce genre de bien-là. Sinon, prenez le temps. En réalité, un investissement immobilier, on va le voir, ça prend 3 à 6 mois. Donc là, vous n'êtes pas à 5 minutes près, hein, voilà. Éventuellement, s'il y a énormément de concurrence, vous pouvez verrouiller le bien en proposant tout de suite une offre, mais moi, je le fais assez peu, hein, c'est assez rare et là, en l'occurrence, pour ce bien-là qui est complètement atypique, évidemment, vous en doutez bien, il n'était pas sur le bon coin. Ça s'est su donc par le réseau, donc c'est important aussi de construire ce réseau auprès des agents immobiliers, des notaires, des avocats, des gens qui transmettent, et cetera et hem et donc une fois que vous avez fait votre visite, c'est là qu'il va falloir commencer à se projeter sur qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Parce que, typiquement un bâtiment comme celui-là, oui, vous en faites quoi? Est-ce que vous, alors il y a des promoteurs qui sont passés, qui voulaient le raser et utiliser simplement le terrain pour reconstruire un nouveau bâtiment neuf de résidence. Pourquoi pas? Le vendeur était pas très chaud, parce qu'il y a un certain affect aussi par rapport à ce bâtiment et ça, c'est quelque chose que vous allez souvent rencontrer. Des vendeurs qui, alors après, vous ferez ce que vous voudrez à la fin, mais au moment de la discussion et de la négociation, qui seront très, intéressés à connaître le profil de l'acheteur, dans certains cas, qui coche plus ou moins des cases, qu'il a envie d'avoir comme acheteur. Voilà et puis, d'autres éléments qui sont sur la destination du bien. Et là, en l'occurrence, un promoteur qui dit: «Je vais tout raser», ça passe pas forcément. Et donc après, vous avez, donc ce bâtiment, ce logement, encore une fois, hein, si demain vous visitez par exemple, un local commercial, vous pouvez dire: «Bah, est-ce que je vais garder le local commercial? Est-ce que je vais en faire un box de stockage? Est-ce que je vais en faire un logement?» Voilà, il y a toute cette réflexion qui se met en route et c'est là que vous allez commencer à faire des calculs avec des potentiels économiques. Donc là, nous, sur notre cas, on avait ce bâtiment-là, ça faisait longtemps, à tout dire, qu'on cherchait un bâtiment à transformer en logement pour seniors valides. Ça faisait, vraiment un bon moment, hein, qu'on cherchait et celui-ci, c'était le premier à cocher toutes les cases en termes de surface, d'emplacement centre-ville et d'un prix acceptable à l'achat, eu égard à la quantité, quand même, considérable de travaux à faire derrière. Et là, vous allez commencer à sortir votre tableur Excel, vous allez commencer à faire, toutes sortes de calculs pour voir si, tout simplement cette affaire est rentable. Et un autre point, c'est que, c'est très difficile encore de calculer un montant des travaux. Avec l'habitude, vous saurez un petit peu l'imaginer, mais bon, surtout sur un bâtiment comme ça, c'est assez difficile. Sur un petit studio, sur un appartement standard ou une maison, c'est un peu plus facile. Et donc là, il va falloir commencer à se dire: «OK, donc comment est-ce que je vais devoir travailler les choses?» Quand on a vu le bâtiment, on n'a pas dit qu'il y aurait 42 logements. Ce qu'on s'est dit, c'est que la disposition globale du bâtiment, son emplacement et son prix font que ça peut être potentiellement une cible pour faire ce type de résidence un peu spécialisée. Après, est-ce qu'on peut faire 30 logements ou 70? On n'en savait rien. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y avait, il y avait, presque 90 chambres
mais c'est pas pour autant et puis plein d'espaces techniques, c'est pas pour autant qu'une chambre devient un appartement, parce que c'est beaucoup trop petit. Évidemment, une chambre, ça fait, 12-13 m², dans la majorité des cas. Bon et puis il y avait plein de locaux techniques, des salles d'opération, des choses comme ça, des bon. Donc ça, évidemment, c'est pas possible. Donc la 1re phase, donc vous d'abord, vous visitez. Vous discutez un peu du prix, vous voyez s'il est, globalement négociable ou pas et dans quelle mesure. Ensuite, vous à tête reposée, encore une fois, sans se précipiter, vous réfléchissez: «OK, qu'est-ce que je pourrais en faire?» Il y a plusieurs hypothèses, vous les chiffrez et quand vous avez, quelque chose qui commence à ressembler à une vraie opportunité avec le niveau de rentabilité que vous cherchez à viser. Là aussi, hein, je vous renvoie, j'ai fait des vidéos sur, l'investissement immobilier, le type de rentabilité à viser en location nue, en location, meublée de tourisme et cetera. Vous pouvez consulter dans la chaîne, hein, il y a une masterclass spécifiquement là-dessus et ces sujets-là sont traités. Et là, vous êtes prêt à faire une offre d'achat. Parce qu'à un moment donné, il va falloir verrouiller le bien quand même, parce que sinon, bah, vous aurez de la concurrence qui va passer devant. Et donc, quand vous faites votre offre d'achat, soyez bien vigilant, à pas la faire trop vite et puis à insérer dedans tout de suite des informations sur le fait que, bah, vous allez faire correctement et que donc vous allez insérer des clauses suspensives. Déjà dans l'offre d'achat. C'est-à-dire vous dites: «Moi je suis prêt, ce bien, je m'appelle X, le bien, Y situé à telle adresse m'intéresse au prix de et par contre, je pour pouvoir m'engager plus loin, c'est sous réserve d'obtention d'un certain nombre d'autorisations, par exemple de changement de destination». On y reviendra dans une vidéo spécifique, hein, sur les autorisations, sur, bah, voilà, c'est un établissement de soins, je veux en faire un logement, est-ce que j'ai juste le droit de le faire? Est-ce que l'architecte des bâtiments de France va m'autoriser à faire les modifications qui seraient nécessaires? Est-ce que, je vais pas avoir un problème de parking? Et cetera, et cetera. Donc ça, on verra les autorisations dans une vidéo spécifique, qui vient juste après celle-ci. Mais par contre, l'idée, c'est qu'il faut déjà commencer à les lister. Il faut lister, bien sûr, l'obtention d'un prêt, parce que à moins que vous payiez cash, ce qui peut arriver, mais ce que je vous conseille pas tellement de faire d'une manière générale, même si vous avez la disponibilité des fonds. En France, on a la chance d'avoir la possibilité de faire du levier bancaire, c'est-à-dire de mettre un apport. Alors dans l'investissement, les investissements à 100 ça existe plus trop, mais un apport peut-être de 10 ou 20 sur votre projet et puis le reste, c'est la banque qui l'emmène. C'est quand même quelque chose d'intéressant, même si les taux sont à 3,5 et cetera, c'est pas la mort. Sur une longue période d'amortissement, si vous réfléchissez bien à votre rentabilité, ça reste toujours plus intéressant que de mettre tout l'argent upfront de votre poche. Parce qu'avec cette somme-là, vous pouvez faire plusieurs projets. Ou d'autres choses avec, simplement du lifestyle, hein, pourquoi pas? Donc c'est un peu dommage de ne pas profiter de ça avec des taux fixes en plus, on est quand même un des seuls pays au monde à avoir ça. Donc en tout cas, dans, cette offre d'achat, indiquez tout de suite un certain nombre de, clauses suspensives. Donc la question du prêt et c'est quelque chose qu'on va retrouver derrière dans le compromis de vente, de toute façon, donc ça c'est l'étape d'après. Hem, Ensuite, il y a bien sûr donc le fait que, bah, surtout si vous faites des choses un petit peu particulières de transformation, bah, il faut que au niveau de l'urbanisme, l'autorisation soit obtenue. Et puis, une clause qui est toujours intéressante à mettre, parce que, bah, déjà ça montre que vous avez un certain niveau de professionnalisme et puis en l'occurrence ça va vous protéger aussi. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va découvrir un peu plus tard, mais c'est intéressant de l'écrire tout de suite, dans ce courrier-là. C'est, une clause, d'absence de servitude, à découvrir plus tard, inconnue, cachée. Les servitudes, c'est quoi? C'est par exemple, vous êtes sur un terrain et il y a un voisin qui a la possibilité de traverser votre terrain pour aller, dans son bien qui est situé en 2e ligne, par exemple. Ou ça peut être une servitude, pour des pylônes électriques. Ou ça peut être des servitudes de, captage d'un puits. Par exemple, vous pouvez avoir, la commune ou un voisin qui a une zone de captage d'eau qui est située sous votre terrain et vous ne le savez pas. Et le vendeur ne le sait pas toujours. Parce que c'est peut-être une servitude qui a 100 ans et qui a jamais été réglée d'un point de vue notariel. Donc il faut, se méfier de ce genre de choses-là et donc c'est toujours bien de mettre, voilà, dans les clauses suspensives, absence de servitude cachée parce que ça peut changer la valeur du prix. Si demain, par exemple, vous avez j'ai un exemple très concret, qui me vient en tête, c'était un chalet en montagne et en fait, sous le terrain, il y avait une colonne de descente d'eau, qui traversait le terrain. Pourquoi? Parce que c'est donc une zone, où il y a pas mal d'eau qui tombe du ciel, on va dire et donc il y avait une petite zone de rétention en dessous et puis, il y a donc, tout un gros tuyau, hein. C'est un diamètre 100, hein, donc 1 mètre, hein, donc c'est de la grosse canalisation béton qui traversait le terrain, pour, bah, tout simplement canaliser de l'eau, hein, comme son nom l'indique et ça, c'est quand même important parce que si vous ne le savez pas,
Potentiellement, ça peut remettre en cause des projets d'extension, de creusement d'une piscine, d'aménagement du terrain. Si tout d'un coup vous voulez faire des là c'est en pente, donc si tout d'un coup vous voulez faire des escaliers comme ça, un petit peu, comme les Mayas, hein, pour faire des plantations, bah, vous pouvez pas forcément. Voilà, donc il y a des choses comme ça, c'est intéressant de le mettre dès la première étape. Ça, c'est quelque chose qui sera normalement détecté par votre notaire, au moment du compromis. Mais c'est toujours intéressant de le mettre et puis ça prouve un petit peu, bah, votre niveau de profondeur, on va dire, dans votre offre. Ça ça va pas, rebuter l'acheteur, bien au contraire. Ça veut dire: «OK, eux, ils savent ce qu'ils font». Donc ça veut dire que la probabilité d'arriver au bout de la transaction est plus forte avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qu'avec quelqu'un qui s'improvise. J'insiste un peu sur ce point. Aujourd'hui, la vraie difficulté pour un vendeur, c'est d'avoir un acheteur qui va au bout du process et qui obtiendra son prêt et cetera, toutes les autorisations. Donc, si vous prouvez dès le point de départ que vous avez des probabilités plus fortes d'atteindre les bouts des choses parce que vous maîtrisez ce que vous faites, concrètement, vous allez, rassurer le vendeur et pas l'inverse. Ensuite, vous pouvez insérer, dès le départ, déjà tout de suite, des clauses de substitution dans votre offre. Si par exemple, vous dites: «Bah, OK, moi je vais faire une offre en nom propre, moi, monsieur Dupont, je fais l'offre et cetera, mais par contre, l'achat final, ce sera peut-être pas moi tout seul, ce sera peut-être moi plus, mon conjoint ou bien, ce sera peut-être moi plus un ou plusieurs associés ou ce sera peut-être moi mais via une société» et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une clause de substitution. Ça veut juste dire: «Aujourd'hui, c'est moi qui signe, mais je ferai partie du deal quoi qu'il arrive. Par contre, peut-être pas tout seul et peut-être pas sous mon nom propre. Peut-être que je le ferai via une SCI, une SAS ou autre chose. Donc ça peut être intéressant de l'écrire tout de suite aussi, parce que, bah, voilà, ça va vous permettre, s'il y a besoin de créer une société spécifiquement pour ça, de le faire plus tard. Voilà. Mais vous l'anticipez. Donc ça, c'est les points clés finalement qu'on va pouvoir mettre dans une offre d'achat qui me semble intéressant. Vous pouvez aussi, potentiellement ajouter dès maintenant, mais ça j'aurais tendance à le faire plus au moment du compromis, c'est, d'insérer, des clauses, d'accès aux biens. Accès aux biens, c'est quoi? C'est pour, notamment, travailler votre chiffrage de travaux. Ça veut dire de prévenir le propriétaire que, par rapport à la nature du bien et la quantité de travaux qui seront nécessaires à faire dedans, vous aurez besoin de pouvoir y accéder avec des artisans. Pas faire du travail, pas faire des travaux, mais y accéder pour faire des devis, prendre des mesures, ce genre de choses-là. Et là, vous pouvez, donc vous pouvez juste inscrire une clause pour dire, voilà, je potentiellement, je serais intéressé enfin, dans les clauses, de votre offre, j'aimerais pouvoir accéder, pas à toutes les 5 minutes, mais de temps en temps bien. Et ça, après, bah, le vendeur, soit il est disponible et puis, l'idée c'est que une ou 2 fois dans la période qui vous mène entre le moment où vous faites cette offre et le moment où il y a le compromis, bah, vous allez peut-être le solliciter pour ouvrir pendant 1 heure, tout simplement avec sa clé, le bien, et vous, vous êtes là avec votre artisan, il fait ce qu'il a à faire pour faire son chiffrage. Ça peut être aussi un vendeur qui confie les clés à son agent immobilier, qui va pareil vous faire, l'ouverture de porte, hein, c'est juste ça, mais c'est important. Faut pas essayer de négocier un double des clés, hein, bien sûr, ça c'est mort, hein, surtout dans les périodes de lutte contre le squat qu'on a aujourd'hui. Hem, mais c'est intéressant de le demander tout de suite, parce que ça prouve aussi que vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas en train de faire une offre comme ça, à la va-vite et puis vous n'avez pas de réelle volonté d'acheter. Donc ces choses-là, donc l'accès anticipé au bien, ça peut être intéressant de le rajouter. Pourquoi? Parce qu'il faut rester donc sur une timeline réaliste, hein, donc un achat immobilier, c'est 3 à 6 mois, globalement, quand ça se passe bien. Alors évidemment, si vous payez cash tout de suite, peut-être qu'en 1 mois, ça peut se faire. Mais je vous déconseille de le faire, de payer cash. Comme je vous disais avant, autant utiliser le levier bancaire. Et donc vous serez toujours sur des périodes assez longues, ne serait-ce que quand vous allez demander un prêt, vous allez voir votre banque, il y aura une première analyse, vous aurez un accord de principe. Mais après, donc déjà ça peut prendre du temps, ça dépend du montant, ça dépend de votre profil, ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Et après, entre, l'accord de principe et l'offre de prêt édité, il y a en général 2 mois qui passent, dans à peu près toutes les banques. Voilà, c'est un temps moyen, des fois c'est plus rapide, des fois c'est plus long, mais comptez ça. Et à la fin, vous avez peut-être un non merci et vous êtes obligé de refaire une autre banque et vous êtes reparti pour ce délai-là. Heu, il est pas rare, moi j'ai des associés qui ont parfois fait 10 banques jusqu'à obtenir le financement, voire 15 banques. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors il y a des banques qui sont par région et des banques qui sont par agence. On va pas rentrer dans les détails ici, sauf si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement sur la partie bancaire, mais j'ai pas prévu de le faire pour l'instant parce que pour moi, enfin voilà, il faut aller voir, un certain nombre de banques, pas forcément, sa banque préférée et ou passer par un courtier. Moi, je vous encourage à passer par un courtier, systématiquement maintenant, moi je le fais.
Parce que, bah, en définitive, lui, il sait à l'instant T quelles sont les banques qui cherchent tel ou tel type de projet. Donc il vous fait gagner un temps fou, au lieu de faire 15 dossiers, finalement, lui, il va en déposer 2 ou 3, mais parce qu'il sait qu'à l'instant T, parce que c'est très, très temporel, ça, à l'instant T, telle banque cherche ce genre de dossier. Donc du coup, vous gagnez un temps, assez important et un courtier, ça vous coûte, finalement pas si cher. En général, c'est à peu près 1 500 € pour l'opération. Évidemment, si l'opération est très, très grosse, c'est plus tous les mêmes montants, mais pour une opération standard d'achat, c'est à peu près le genre de choses que les courtiers vont vous demander. Donc ça vaut vraiment le coup, parce que vous gagnez vraiment du temps et puis comme ça, vous êtes sûr que votre dossier est complet, parce qu'il va vous demander toutes les pièces et cetera. Donc on l'a vu, on visite le bien, ensuite on réfléchit, à comment le rentabiliser, on fait des projections, on se dit: «OK, c'est peut-être intéressant». Du coup, on fait une offre, il faut bien sûr qu'elle soit acceptée par le vendeur, mais une offre dans lequel on met déjà un certain nombre de conditions, de choses et cetera, qui prouvent qu'on n'est pas un guignol, hein, qui va se rétracter, au bout de 5 minutes. Donc si, votre vendeur est OK, il va contresigner cette offre et le bien est du coup est bloqué, donc c'est pour vous. Donc après vous rentrez dans le process administratif, juridique, de la vente en tant que telle. Donc l'étape suivante, c'est, ce qu'on appelle le compromis de vente ou la promesse synallagmatique. C'est le terme, comme ça vous aurez appris un mot aujourd'hui. Ça veut juste dire que c'est un moment où il y a 2 parties qui se mettent d'accord sur des conditions. Tout simplement sur la chose et le prix, en général on dit. Donc c'est à la fois voilà ce qu'on vend et dans quelles conditions et voilà à quel prix. Et des 2 côtés on est d'accord. Et donc là vous allez travailler avec un notaire. Et quand je dis un notaire, en fait c'est avec 2 notaires. Il y a un point qui est très, très important là, c'est que dans le process, donc la promesse de vente puis la signature finale qu'on appelle aussi la réitération ou l'acte authentique, là vous allez être accompagné par un notaire. Et donc je voudrais juste faire une petite aparté parce que le notaire, c'est souvent quelqu'un qui a mauvaise presse, parce qu'on considère que, à tort, hein, qu'ils prennent de l'argent, c'est des rapaces et cetera, machin. C'est comme l'huissier de justice, en fait, on a souvent cette espèce d'image d'Épinal, qu'ils ont sorti éventuellement, du film Les 3 frères, des inconnus. On se dit: «Ah mais c'est une catastrophe». En fait, ces professionnels-là, vous verrez si vous faites de l'investissement immobilier, ce sont des partenaires en or et c'est très, très important d'avoir avec vous à la fois des huissiers, maintenant ça s'appelle des commissaires de justice, de confiance, à qui vous allez parfois confier des missions, et pareil des notaires de confiance, comme des avocats, de confiance si vous faites ça en société. Heu, Moi pour ma part maintenant je travaille toujours avec les mêmes notaires, c'est très important et quand vous faites une transaction, vous avez toujours il faut absolument avoir un notaire pour le vendeur et un notaire pour l'acheteur. Ne prenez pas le même notaire tous les 2. Parfois par fainéantise, on se dit: «Oh mais bon, le vendeur il a un bon notaire, moi j'ai pas de notaire, on va tous se mettre sous le notaire du vendeur». Mais non, 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 c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que le notaire du vendeur, il défend avant tout les intérêts du vendeur, donc pas les vôtres. Alors, ce sont des professionnels assermentés qui font leur travail correctement, mais il y a quand même un biais à un moment donné. Et le deuxième point, c'est que, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs expériences là-dessus, c'est toujours bien d'avoir 2 vérifications. Donc finalement, s'il y a 2 notaires qui travaillent sur le dossier, bah, c'est mieux parce que vous doublez les probabilités de trouver les éventuels, cas, un peu étranges. Quand je parle de cas un peu étranges, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y avait un terrain, que je souhaitais acquérir et donc ce terrain, c'était un ensemble de plein de parcelles et il s'est avéré que le notaire du vendeur avait pas vu, mais dans cette masse de parcelles, qui datait le découpage datait de Napoléon, hein, donc pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'ancienneté du truc et ben, il y avait un tout petit triangle sur ce terrain, mais quelques mètres carrés, hein, qui était sur une situation de transmission donc d'héritage qui était pas clair. Et donc concrètement, le vendeur n'avait pas le droit de vendre ce tout petit triangle de terrain qui était situé, noyé dans la masse. Mais il le savait pas. Le vendeur le savait pas de bonne foi et le notaire du vendeur l'avait pas trop vu parce que, bah, déjà il y avait un fatras, de parcelles et puis, ça datait là on parle quand même d'un problème de succession qui avait une centaine d'années, hein, dans lequel il y avait des écrits qui n'avaient pas été correctement formalisés. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma notaire n'avait pas détecté ce point-là, on aurait pu se retrouver avec un ayant droit, un tiers, quelqu'un, qui dit: «Ah mais moi, attendez, ce terrain il est à moi, hein». Et en l'occurrence, c'était un terrain qui était situé pour faire l'accès au terrain général. C'était vraiment tout devant, en bordure de rue, donc en fait, on n'aurait pas pu rentrer dans tout le terrain. Donc c bon, c'est juste un exemple pour vous dire que c'est toujours bien d'avoir une double vérification, ça évite les problèmes et donc les notaires, ce sont des gens très précieux.
parce qu'ils vont justement aller regarder dans l'ancienneté, l'antériorité. Ils vont vous trouver typiquement les servitudes cachées, des choses que tout le monde a oubliées dans des documents qui sont écrits à la main, qui ont, peut-être 50 ou 100 ans. Et donc c'est sous tout ce travail finalement de recherche un peu archéologique qui est fait systématiquement quand vous faites un achat. Parce qu'il y a vraiment une traçabilité, du bien. Alors, le foncier, donc le terrain, et ce qui a été construit dessus depuis que c'est disponible en termes d'archives. Donc ce travail est extrêmement précieux parce que ça va vous éviter plein de problèmes derrière. Donc le notaire, c'est pas quelqu'un qui vous prend de l'argent, le notaire, c'est quelqu'un qui vous aide à avoir une transaction qui est extrêmement verrouillée. Et c'est pour ça que moi maintenant voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs notaires dans ma vie et maintenant, il y a un cabinet avec lequel je travaille tout le temps, parce qu'ils sont super efficaces et puis parce que ça me convient bien. Et quand vous avez un bon notaire, après vous changez plus, hein. C'est comme un bon avocat, encore une fois, ou un bon, commissaire de justice. Une dernière chose à savoir, si vous avez 2 notaires, ça vous coûte le même prix. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un achat sur de l'ancien, par exemple, vous êtes sur ce qu'on appelle les droits de mutation, donc ce qu'on appelle dans le langage naturel, les frais de notaire, en fait, c'est pas du tout des frais de notaire, ce sont des droits de mutation et donc qui sont aujourd'hui entre 8,5 et 9 selon les communes, hein. Ils ont été rehaussés en 2025 et là-dedans, le notaire, en tant que tel, prend à peu près 1 sur les 9. Le reste, c'est des taxes, c'est des charges, ça va au conseil général, ça va voilà, bref, en tout cas, ça va pas chez le notaire. Donc le notaire, lui, est pas très bien payé pour faire ce genre de transaction, sachez-le. Et s'il y a 2 notaires, ils se partagent la somme. Donc vous payez pas plus d'avoir 2 notaires. Par contre, si vous avez le vôtre, acheteur, et celui du vendeur, bah, du coup, vous avez en plus l'intérêt dans tout ça, c'est qu'ils vont dialoguer entre eux sur tous les aspects, juridiques un peu pénibles et ça va vous éviter de devoir rentrer dans trop de détails juridiques. Après, au moment, des rencontres, au moment des signatures pour le compromis et pour la réitération, il y aura une explication intégrale de tous les documents, qui seront faits par un des 2 notaires. Par contre, déjà dans toutes les phases de négociation, du coup, ça permet voilà et puis ça va permettre aussi au notaire de vous poser des questions: «Ah oui, mais là, vous seriez peut-être bien que dans le compromis, vous rajoutiez la clause XY», par exemple. Ou là, vous avez prévu de l'écrire comme ça, mais moi, je vous propose de plutôt l'écrire comme ça ou avec plus de précision. Donc c'est une étape importante. Donc l'étape du compromis, elle va servir à établir finalement et c'est le vrai contrat, en définitive. C'est juste que vous n'avez pas encore tous les éléments, vous avez peut-être pas toutes les autorisations, nécessaires, vous n'avez pas encore votre prêt bancaire, vous n'avez peut-être pas créé une société encore s'il le faut, vous n'avez pas tous les apports et tout, mais au moment du compromis de vente, vous avez vraiment tous les éléments de la vente sont déjà écrits. Le document de réitération, qui sera fait, plusieurs mois plus tard quand vous aurez réuni tous les éléments, il sera à 99,9 identique à celui du compromis. Donc c'est celui-là qui est plus important. Et donc là-dedans, vous allez si vous les avez pas mis, dans l'offre, initiale dans l'offre enfin, que vous avez formulée au vendeur, bah, c'est là que vous allez mettre toutes les conditions que j'ai évoquées avant, les clauses suspensives, donc le prêt bancaire, les autorisations d'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France, les servitudes cachées, la substitution, et cetera. Tout ça, de toute façon, ce sera marqué dans le compromis quoi qu'il arrive. Moi, je vous conseille de le mettre déjà dans l'offre, d'achat, initiale pour le vendeur pour prouver un niveau de compétence et une probabilité d'arriver au bout de la transaction, comme je vous le disais avant. Mais de toute façon, ce sera marqué au moment du compromis. Et finalement, c'est toutes ces clauses-là qui vont servir à vous garantir dans cette période. Quand vous avez signé un compromis devant notaire, vous avez une période de rétractation de 10 jours derrière, pendant lequel vous pouvez sortir du sujet sans vous justifier autrement que par non, mais en fait, je le sens pas, ou ça va pas le faire, etc. Bon, voilà. Par contre, une fois que vous avez signé le compromis devant notaire et que les 10 jours de rétractation sont passés, derrière, vous êtes engagé dans la vente. Sauf si une des clauses suspensives arrive. Par exemple, vous obtenez pas les prêts et vous arrivez à le prouver par 2 ou 3 refus bancaires, voilà. Ou, il y a, au niveau de la mairie, ils refusent votre projet, en termes de changement de destination, par exemple. Si nous, par exemple, dans notre projet de clinique, ils disaient: «Bah, là, nous, on n'est pas d'accord que vous transformiez ça en logement». Ou on vous impose de construire, je sais pas, 70 places de parking sur le terrain et c'est techniquement infaisable. Donc ce genre de choses-là, arrive donc entre le compromis et la signature définitive et ça vous permet de sortir si vraiment il y a une incapacité à faire le projet. Par contre, si vous n'arrivez pas à prouver ce genre d'incapacité et que vous avez passé les 10 jours de rétractation, là, vous êtes vraiment engagé et si vous sortez du deal, en général, vous allez payer, une espèce d'amende au vendeur.
Parce que en fait, vous avez immobilisé le bien, un peu pour rien, parce que pendant ce temps-là, il ne peut pas trouver d'acheteur, autre et cetera. Et en général, vous allez payer entre 5 et jusqu'à 10 du montant de la transaction. Donc si vous avez prévu d'acheter à 100 000 € par exemple, et que après la période de rétractation, vous dites: «Bah non finalement, ça va pas le faire», mais vous n'avez pas de preuves tangibles par rapport aux clauses suspensives que vous aviez mises, et bah, vous aurez, selon ce qui a été mis dans le compromis, en gros entre 5 et 10 000 € à verser au vendeur. Et vous pouvez rien faire contre ça, c'est comme ça, hein. De toute façon, en général, au moment où vous signez le compromis, le notaire va vous exiger cette somme et va la séquestrer sur un compte de séquestre en attendant la fin de la transaction. Et donc ça veut dire que si jamais la transaction ne va pas au bout pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire de votre propre fait et sans preuve, à ce moment-là, le notaire va automatiquement faire le virement. Pour vous, l'argent aura disparu, quoi qu'il arrive. Donc il faut être vigilant et c'est pour ça que les clauses suspensives sont importantes. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir le plus tôt possible et que le notaire est là pour vous aider à ne rien oublier d'important. Par exemple, quand on met une clause suspensive, de prêt bancaire, de financement bancaire, vous n'allez pas juste dire, «J'obtiens un prêt». C'est-à-dire que vous allez dire: «J'obtiens un prêt d'un montant minimum de X, sur une durée, minimale de Y, à un taux, maximal de Z». Et s'il y a une de ces conditions qui n'est pas remplie et que vous avez des offres de prêt qui ont été éditées mais qui ne rentrent pas dans les cases, ben voilà, vous pouvez vous rétracter. Soyez cohérent quand même par rapport à ça. Si vous dites: «Moi je veux, là on est en 2025, vous dites: «Moi, de toute façon si le prêt il fait plus qu'un taux de 1,5 j'y vais pas». Non mais, aucun notaire n'acceptera de mettre ça dans votre compromis et aucun acheteur n'acceptera ça comme clause. Il faut rester cohérent. Par contre, si vous dites: «Bah moi, là, à la période où on est sur des taux qui varient aux alentours de 3,4 par exemple, un emprunt standard sur une durée standard, hein, on va vraiment généraliser. Si vous dites: «Bah, moi, je suis prêt, voilà, il faut que le taux soit en dessous de 3,8». Bon, la probabilité, en tout cas, que si une banque vous suit, que le taux soit dans ces catégories-là, soit en dessous de 3,8 est extrêmement forte, donc voilà, ça, ce sera accepté. Donc, faites tout ça, et donc après quand vous avez, eu ce compromis, et même j'ai envie de dire, sans attendre, il faut commencer à faire donc les démarches bancaires. Je vous disais, moi je vous encourage à passer par un courtier. Vous gagnez vraiment du temps parce que, prendre son bâton de pèlerin et aller voir, 10, 15, 20 banques, c'est quand même pas drôle. À chaque fois vous laissez un dossier énorme, même s'il est PDF, hein, aujourd'hui il est PDF, mais, bon, et alors c'est intéressant pour l'échange humain, mais c'est chronophage, quoi. Moi, je préfère, lâcher une commission à un courtier. Là, par exemple, typiquement pour le financement de la résidence, donc la clinique qu'on transforme en résidence de 42 logements, il y a un agent immobilier au point de départ qui a fait l'intermédiation et on sera très content de le payer. Il y a un courtier, qui, nous aide à trouver, le financement bancaire et je peux vous dire que vu les montants, c'est pas forcément évident de trouver une banque, qui finance ce genre de projet-là. Donc si, on avait un peu essayé aussi dans notre coin, hein, en toute transparence, ça donnait quand même des résultats pas extraordinaires. Et donc là, l'intérêt, c'est de passer par un courtier qui a l'habitude, qui connaît les banquiers et qui sait à qui le proposer à quel moment. C'est vraiment un point important et on sera très content de payer, le montant qu'il demande, qui est beaucoup plus que 1 500 €, mais le projet est aussi extrêmement plus compliqué. Donc il y a aucun problème avec ça et c'est un courtier avec lequel on a l'habitude de travailler, régulièrement. Ensuite, donc pour finir, bah, vous avez toute cette phase-là, transitoire et puis vous arrivez à la deuxième signature, donc qu'on appelle, la réitération et dans cette deuxième signature, vous allez rien découvrir parce que concrètement tous les éléments du dossier, c'est ceux du compromis. La seule chose, c'est qu'ils vont mettre à jour avec, bah, voilà, vous avez eu les autorisations d'urbanisme, les autorisations de transformation, vous savez où vous allez, vous avez obtenu votre prêt bancaire et donc là, il y a une deuxième signature. On ne change plus le prix, c'est assez rare que le prix change entre le compromis et la réitération, sauf si vraiment il y a une découverte majeure entre-temps. Typiquement une servitude cachée, qui était inconnue au moment de la signature du compromis, mais qui a été découvert par les notaires dans l'intervalle, là, vous pouvez éventuellement renégocier le prix. Mais c'est quand même assez rare, hein, on va pas se mentir, c'est pas un sujet qui va arriver très souvent et donc là, bah, vous arrivez à la deuxième signature et à la fin, bah, vous êtes très content parce que vous avez les clés et vous avez un acte authentique. C'est donc le document qui vous dit que vous êtes propriétaire. Donc, comme je vous le disais, là, je vous explique le process que nous, on suit pour notre, grosse résidence, mais vous voyez, il est complètement transposable à n'importe quel achat. Et donc mes tips pour terminer, là-dessus, donc n'hésitez pas à faire appel donc aux différents intermédiaires pour gagner du temps. Essayez d'avoir les clés, la possibilité d'accéder en tout cas au lieu de manière
ponctuelle, évidemment pas régulière, mais ponctuelle le plus vite possible. Ne commencez pas de travaux, moi je vous déconseille de faire ça, il y a des formateurs qui vous disent de commencer les travaux entre le compromis et la réitération. Moi je vous déconseille de le faire, hein, parce que si jamais ça va pas au bout, bah, vous avez tout perdu. Parce que si par exemple, je sais pas, c'est un appartement, vous avez posé une cuisine dans l'intervalle, eh ben, la cuisine, bah, elle est plus à vous, hein. Terminé, hein, elle est cadeau au vendeur, hein. Bon, bof. Et si vous avez fait du travail de démolition, souvent c'est ce qu'on dit: «Ah ouais, mais pendant cette période-là qui dure 3 mois, c'est long, c'est pénible de pas commencer, on va déjà faire de la démol». Ouais, le problème c'est qu'en fait, vous devez, si vous sortez du deal avant la signature, finale, il va falloir rendre le bien, enfin il faut que le bien reste dans son état initial. Donc si vous avez fait de la démolition, vous faites quoi? Bah, il va falloir reconstruire. C'est ridicule. Donc moi je vous déconseille de faire ça. Par contre, il faut, essayer le plus vite possible de s'aménager des plages, dans lesquelles vous pouvez venir avec des artisans. Je vais reprendre l'exemple de notre bâtiment, donc on est sur plus de 4 000 m². Je peux vous dire que quand il y a un devis, voilà, par exemple, quand il y a un devis fenêtre, quand il faut faire des mesurages, il y a plus de 120 ouvrants, vous faites pas ça en 10 minutes, quoi. Donc quand on y va avec les artisans, en général, on passe la demi-journée. Donc là, on a trouvé un mode opératoire avec le vendeur, qui est très conciliant pour ça, parce qu'il a lui-même fait des travaux et donc il sait très bien, combien de temps ça prend. Et donc, bah, quand on a besoin, on se cale et donc il donne la clé à l'agent immobilier, c'est l'agent immobilier qui nous ouvre la porte et qui, bah, vient au début, puis, vient refermer à la fin et on passe des demi-journées ou des journées complètes avec certains artisans pour arriver à faire tous les chiffrages. Voilà. Donc ça, c'est les points clés et donc dernier point, donc je l'ai vraiment dit, mais prenez 2 notaires. Un notaire acheteur, un notaire vendeur. Ça, c'est vraiment un tips très important. Ça vous coûte pas plus cher. Par contre, vous avez, vraiment l'esprit beaucoup plus serein pour aller de l'avant sur ce genre de projet. Et je vous invite donc, maintenant qu'on a vu tout le process d'achat, à la prochaine vidéo qui sera publiée. Donc abonnez-vous parce que c'est pas tout de suite, sauf si, vous voyez cette série, dans quelques mois ou dans quelques années. La prochaine sera consacrée aux autorisations. Donc urbanisme, PLU, architecte des bâtiments de France, modification, et cetera.